Eh bien, voici notre 90e session. Elle est consacrée à la seconde fonction, si on peut dire, de ADN et moi, de l'entreprise ADN et moi, qui a pour but la promotion et le soutien de la conservation de l'ADN génomique, de l'ADN individuel, de l'ADN nominal. On garde son ADN chez soi ou par différentes techniques, mais on conserve l'ADN sans forcément le séquencer, l'analyser. Simplement, la conservation de la molécule elle-même sur buvard ou bien dans des capsules, dans des gaz neutres pour des conservations de très longue durée. Et euh, donc, nous avons déjà examiné une fonction qui est celle euh, des groupes, c'est-à-dire qu'on se rend compte que pour conserver de l'ADN, c'est bien, on a un protocole technique, on a des techniques, la biologie comprend bien maintenant comment faire, mais la sociologie et notre psychologie imposent que l'on le fasse avec une participation collective de quelque sorte que ce soit, mais ça ne rime à rien de conserver seul son ADN, si ce n'est d'en faire un clone, un identique à soi qui ne progresse ou qui n'est pas vital à proprement parler. Donc, après cet examen qu'on a fait cette description des dispositions, des groupes qui sont à disposition de quelqu'un qui conserve son ADN, nous allons parler maintenant de la manière, enfin des procédures, des protocoles qui doivent s'ajouter à ces groupes. Et je procède par des diaporamas. Je vais commencer, euh, mais après qu'il y ait des commentaires ou des questions qui se posent. Sylvie, Denis ou l'invité, pas de questions particulières. Alors je commence donc ce rappel. En présentant ici le groupe ADN et moi, qui est associé, combiné à un groupe, enfin à un site, pardon, il y a une autre entreprise qui s'appelle ADN Est Moi, on verra petit à petit quelle est la distinction. Et ces entreprises donc, font la promotion de la conservation de l'ADN et doivent expliquer comment et pourquoi. Alors, une fois que l'on commence la conservation de l'ADN, il y a une succession d'événements ou une suite logique qui se déclenche. C'est-à-dire que d'abord, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'on doit le faire collectivement, alors que ce soit par des administrations, par des institutions commerciales, par des notaires, par exemple, ou par certains groupes qui sont par exemple des associations de gens qui ont pour point commun de conserver l'ADN. Enfin, il y a toutes sortes de types de collectivités qu'on peut concevoir et qui sont à disposition. Mais, et ça on l'a décrit, mais ça ne suffit pas. Une fois que l'on est en groupe dans une collectivité, on se rend compte que le phénomène a tout de même, ou que l'entreprise de conservation de cette série génétique présente à des exigences qui font qu'on entre sur d'autres questions plus psychologiques, plus complexes, plus logiques, qui sont celles de mais qu'est-ce que c'est finalement que l'on conserve en fait? Qu'est-ce que c'est que un génome, une molécule ADN sur laquelle à laquelle on attribue un nom? Est-ce que c'est est-ce que c'est une unité de quelque chose? Est-ce que c'est une identité? Et, et donc, ce qui se passe, c'est que ce sont les groupes qui sont capables de donner cette explication. Si vous êtes seul, un individu sociologiquement, seul,
isolé, où un individu sans sociologie n'a pas d'identité. La collectivité, ensuite, va lui donner une identité. Et de la même manière, c'est après avoir créé une collectivité que l'on se rend compte qu'il y a un potentiel d'identification ou qu'elle est nécessaire à l'identité ou à l'identification de cette préservation. Et ensuite, on passera à d'autres choses, à une troisième étape, et puis l'étape finale, qui est celle de la subjectivité. Mais on va d'abord commencer par maintenant, après qu'on ait étudié la collectivité de la séance dernière, nous allons maintenant passer à ce à quoi elle ouvre de questionnement, c'est-à-dire à la question de l'identité et d'un ordre qui est la convention d'un groupe, hein. Alors, la personne humaine, cette question de l'identité et du moi, hein, a été, avec la période scientifique, s'est développée à partir de 1900 comme une psychologie euh, qui est arrivée en 70 à ajouter à la question de la psychologie génétique, si on peut dire, ou de la psychologie cellulaire, individuelle. En 70, c'est apparu la question du genre. Et là, nous, s'est révélée une question aujourd'hui encore irrésolue, qui se pose encore de nos jours. Il y a des débats sur la sexualité et le genre. Et ce débat était déjà apparu dès 1900, la psychologie s'était conçue en 1900, principalement à partir de la psychanalyse, avait déjà fait une espèce ou décelé une espèce de questionnement identique, une énigme d'équilibre ou d'alternance ou de débat entre la génétique et le genre, mais en psychologie, c'était déjà apparu comme la différence entre la collectivité et l'individu. Ou autrement dit, il y avait une psychologie collective. Est-ce que les peuples, les groupes, les espèces avaient une psychologie? Et est-ce que les individus avaient une psychologie? Et quel était le rapport de l'un à l'autre? N'existait-il que des psychologies individuelles ou que des psychologies collectives, ou bien un rapport entre les deux? Et la psychanalyse, devant cette question qui se posait à partir de 1900, ce qu'on a appelé à l'ère des masses et à l'ère de l'individu, la psychanalyse avait conclu ou avait décelé que cette énigme entre le collectif et l'individu était doublée, était équivalente à l'énigme de la féminité, de la psychologie féminine. Autrement dit, et ça c'était Freud qui terminait sa carrière et la psychanalyse en concluant que la psychologie collective était une énigme et que la psychologie féminine était une énigme. Il ne prétendait pas que l'une était égale à l'autre, mais c'était deux énigmes et il ne prétendait n'avoir un peu éclairé que le singulier, c'est-à-dire le complexe d'Oedipe et l'aventure masculine, hein. Donc ça, c'était la psychologie à partir de 1900, puis est apparue la théorie du genre en 1970, particulièrement quand la biologie s'est occupée, s'est intéressée à la sexualité, à la différence sexuelle. Et la biologie trouve la même question de trois, euh, trois concepts ou trois éléments, trois domaines euh, qui sont interactifs et énigmatifs les uns ou les autres. C'est-à-dire que pour distinguer la sexualité, généralement, la biologie essaie d'éviter ce qu'on appelle les phénotypes, la question du corps, puisque justement le genre va dire que le corps n'est pas la sexualité, que les corps peuvent être transformés, que finalement ce sont simplement des apparences de sexualité. Et finalement, la biologie se réduit sur un socle le plus solide, qui est celui que
le corps féminin ou le sexe féminin a des gamètes, ce qu'on appelle des œufs ou des spermatozoïdes, des ovules ou des spermatozoïdes, des gamètes qui sont de grande taille, et le masculin a des gamètes de petite taille et en grande quantité. Et ce serait ça qui distinguerait, qui ferait une différence sexuelle, plus certaine que les apparences du corps. Mais même cette différence est questionnable parce qu'on voit par exemple chez les poissons, je crois, ou enfin dans différentes espèces, un corps peut devenir, peut porter plutôt des œufs, puis devenir, se masculiniser, être. Et il y a une transition de l'un à l'autre qui fait que cette règle n'est pas finalement définitive. Et on se, la biologie se rapporte, troisièmement, à une autre référence, comme font les théories du genre, qui se disent que finalement, la sexualité dépend de la société et la biologie va dire que la sexualité dépend de type d'organisme. Et ensuite, nous allons donc, j'arrête le partage, c'est la première série euh, de, qui pose le débat, qui pose la question, comment est-ce que l'on va trouver ce que c'est qu'une identité dans un groupe, c'est-à-dire dans un type de collectivité, où il y a des uns et des autres, qui sont peut-être des hommes et des femmes, ou qui sont peut-être identiques, des semblables. Qu'est-ce qui fait que on va pouvoir trouver une personne, qu'est-ce qui va, sur quoi une personne humaine va-t-elle s'identifier, et qu'est-ce qu'elle va préserver, en quoi c'est une personne qui est préservée quand on préserve son ADN. Je continue? Moi, j'ai Donc, juste une remarque oui, par oui, rapport à ces différences-là oui. entre hommes et femmes. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, le curateur mémoriel va agir différemment en fonction d'un homme ou d'une femme? Je n'ai pas de réponse et nous allons la chercher donc en allant vers le curateur mémoriel. En effet, hein, on va voir s'il y a une réponse qu'on va trouver, hein. Donc, je continue maintenant sur euh, avec cette question en tête. On en était donc aux psychologies ou à la biologie, et nous arrivons à ce que aujourd'hui, euh, euh, ce qui se propose, c'est-à-dire c'est la différence entre le vivant et la machine. Ce n'est plus entre la collectivité et le singulier, le féminin ou le collectif, les types ou les graines, etc. Mais la cybernétique va faire une nouvelle distinction. Elle apparaît à partir de 1950, elle apparaît dans la communauté, dans la civilisation, et elle fait particulièrement une distinction, non plus entre hommes et femmes, ou entre sexes ou types différents, mais entre le vivant et les machines. Et elle va proposer, elle, des formules que l'on va peut-être pouvoir adapter sur nos premiers questionnements, nos premières plages de questions énigmatiques, hein, enfin qui sont restées énigmatiques. Alors, pour exposer ces formules, la cybernétique propose des appareils cybernétiques qui sont des unités, et soit des unités vivantes, soit des unités de machines. Et là, tout de suite, on comprend déjà qu'il y a
une formule à trouver pour distinguer les identités et les entités dans ce domaine. Alors, elle commence, comme la cybernétique, c'est une procédure de feedback, de retour, d'équilibrage. Elle, elle est analogue à ce que l'on trouve de psychologie vis-à-vis de l'histoire. L'histoire, c'est la base de données, si on peut dire, et la psychologie, c'est la mémoire vive, c'est l'activité de la machine cybernétique. Et avec cette double alternance ou cette dualité psychologie-histoire, elle va pouvoir s'appliquer à ce qui nous intéresse. Maintenant, on arrive sur l'ADN. C'est-à-dire que le schéma de la psychologie et de l'histoire peut être comparé, on peut rechercher le modèle, les formules de cybernétique vont nous permettre d'utiliser le modèle de l'ADN comme cette espèce d'opposition psychologie et histoire. Un brin ici en bleu étant par exemple la psychologie vis-à-vis de l'histoire. Et pourquoi est-ce que on peut faire une telle assimilation? C'est parce que ces chaînes bleues et vertes sont en fait des chaînes, on appelle de codons. Ce sont des chaînes de triplés de gènes, ce sont des chaînes génétiques où les gènes interagissent cybernétiquement les uns avec les autres. Et le jour où on peut les manipuler, on arrive donc à une situation où on peut les, les exposer, les mettre les objectiver, comme ici. C'est-à-dire, nous avons deux chaînes de, de feedback, deux chaînes génétiques avec des gènes qui réagissent les uns sur les autres, mais qui aussi vont interagir les uns avec les autres, d'une chaîne à l'autre. Cette cybernétique en biologie s'appelle le biofeedback et l'informatique lui donne ces formules avec dont nous avons ici la sémantique, si on peut dire. Euh, je les ai marqués, signes, des symboliques, du semblant, du signifiant, pour, pour montrer un petit peu où nous en sommes. Là, qu'est-ce que c'est que deux chaînes de chromosomes? Eh bien, c'est ce que Alan Turing avait proposé. La machine de Turing, l'ordinateur, à la base de l'ordinateur, vous savez, c'est un signe qui est posé sur une bande magnétique. Et ce signe correspond à une table. Et lorsque, par exemple, ce signe est détecté sur la table, le programme, ce qu'on appelle le programme, va dire quand il y a ce signe-là, tu vas prendre telle lettre, tu vas la déplacer et la mettre à la place du signe. Ça, c'est le mécanisme de l'ordinateur de Turing, hein. C'est quelque chose de très ancien. Je rappelle, pour bien montrer l'ampleur de ce dont nous parlons, c'est aussi ce dont parlait Giordano Bruno dans les roues de mémoire, où les roues de mémoire correspondaient l'une à l'autre par une succession de lettres et qui étaient en vis-à-vis, qui étaient liées en vis-à-vis d'une autre roue de mémoire. Ici, on les voit comme des lignes, hein, mais où d'autres symboles étaient écrits, comme par exemple des, des signes astrologiques du zodiaque et des lettres de l'alphabet, des lettres égyptiennes, ouais, etc., hein. Pour continuer à bien préciser ce point essentiel où nous sommes, hein, il faut bien le préciser,
Qu'est-ce que c'est, par exemple, la différence entre un signe, un symbole, un signifiant? Euh, on en voit un, par exemple, dans l'histoire de l'humanité. On se rapporte à la préhistoire. Nous avons ces fameux hommes ou les femmes préhistoriques, sociétés préhistoriques. Il y a des poissons qui remontent la rivière à certaines époques de l'année. Et donc, ils le prennent, ils se rendent compte que le poisson, je ne connais pas les dates hein, des remontées des poissons, mais ça correspond à un moment où le soleil est à un certain endroit. Donc c'est un signe. De sorte qu'ils en font un symbole et on retrouve, il y a des explications de gravures dans des grottes comme Lascaux, qui sont celles que lorsque le soleil touche le fond de la grotte à une certaine date, quand ça correspond à l'arrivée de ces poissons, les hommes, les humains de l'époque ont dessiné sur la paroi de leur caverne le poisson, voulant dire que c'était à ce moment-là, le symbole était le signe que de l'équipement qu'il fallait prendre pour chasser ces poissons, faire, je ne sais pas, des nasses, préparer des objets et se préparer à la chasse et à la moisson. Et donc, ensuite, ces symboles se sont organisés dans ben justement des zodiaques, dans des séries, dans des combinaisons de symboles, où telle saison de poisson était articulée à telle saison de moisson ou d'autres choses. Et là, nous entrons dans ce qu'on appelle un ordre signifiant, et on entre vraiment dans un langage et donc, on voit que on peut revenir, si maintenant, après ce long voyage d'explication, nous revenons à notre point de départ, nous avons là l'explication de ce que les manipulations génétiques et la connaissance de la génétique permet en fait d'opérer et de construire ou de détruire ou de modifier ou de traduire dans les correspondances de lignes de code qui sont des codes de mémoire. Alors, le curateur de mémoire, il apparaît à ce moment-là. C'est je m'excuse, tout à l'heure je vais essayer de faire comme ça. Voilà, de rétablir, j'avais modifié la page. Voilà, le curateur de mémoire, c'est ce qui va euh, programmer, ce qui va organiser, ce qui va correspondre à cette opération de structuration de la mémoire génétique et donc à la recherche de l'identité qui se construit par cette industrie sémantique. Hein. Donc, moi, je fais une petite pause et là, on est passé à un passage difficile. Qu'est-ce qu'il y a comme question alors sur ces généralités très abstraites, très scientifiques? J'ai essayé de rassembler les outils que nous avons pour comprendre ce que c'est qu'un traitement, un traitement du code, ce que c'est que la génétique. La génétique, c'est un processus de mémoire de la collectivité, de l'espèce, en même temps des individus. Ces mémoires sont transportées par des individus. Et deuxièmement, nous avons une connaissance des thèses des mécanismes de mémoire. Ce sont des mécanismes de feedback, c'est-à-dire ce qui va prévoir dans le futur, ce qui va réguler le présent, si on peut dire, ou quand une vitesse est trop grande, à ce moment-là, en feedback, il y a un frein qui se produit ou qui est commandé. Euh, donc, nous avons des outils informatiques et cybernétiques, des outils de code qui font des opérations de mémoire
et qui nous rendent visibles des formules, des techniques, des protocoles. Et donc, nous pouvons les réfléchir sur les séries de codes biologiques que nous détectons en même temps. Est-ce qu'on avance pour clarifier les choses quand on les voit justement en pratique? Hein? On va donc voir comment ça se présente. Là, on a vraiment fait de la, une réflexion scientifique, mais abstraite, presque mathématique. Nous arrivons maintenant en pratique donc à ADN et moi, et donc deux sites qui présentent quatre, quatre domaines, hein, comme on en a parlé déjà. Donc il y a des kits qui sont procurés. À partir du moment où on s'équipe d'un kit, on peut on peut entrer dans des groupes, c'est ce dont on a parlé, des groupes de gens qui ont un kit, enfin qui conservent leur ADN. Ces groupes vont entrer en processus de curation, de cure. Curation, curateur, curation, ça veut dire, c'est par exemple un curateur dans un musée, c'est la personne qui va sélectionner les œuvres d'art. Les œuvres en valeur sont répertoriées, sélectionnées est mise en valeur. Ça s'appelle donc une curation. Ça peut être aussi dans des bases de données. On peut faire une curation de base de données, c'est ressortir c'est organiser la mémoire en quelque sorte. Hein. Et puis la quatrième opération, ce sera le conseil, c'est ce dont on parlera la prochaine fois. Pour l'instant, on a vu les groupes ADN et on va voir le curateur. Les groupes ADN, pour voir donc ce que c'était donc ici on les a traités comme ça. Ce qui est important, c'est que ces groupes d'individus qui ont pour point commun de conserver leur ADN sont des groupes indépendants, autonomes et privés. Le ADN et moi n'en connaît rien d'autre qu'une espèce d'étiquette où ils disent, où ils adressent des messages. Nous sommes, nous sommes 5 membres, on voudrait en être 10. Nous faisons pour la recherche, pour la religion. Enfin, il y a chaque groupe met ses caractéristiques, c'est-à-dire définit son type, quel type de groupe existe. Et vis-à-vis de ces groupes maintenant qu'on va mettre ici, qui vont se demander est-ce que l'ADN que nous y mettons est-il collectif ou est-il individuel? Le curateur de mémoriel automate donc va répondre de cette manière. On va l'écrire de trois manières. Curateur, CMA, c'est-à-dire curateur mémoriel automate, et son ambition, son but, sa fonction, c'est de, de permettre l'identification d'unités cybernétiques, c'est-à-dire d'unités de mémoire. Éventuellement, une unité cybernétique de mémoire de personnes physiques, en l'occurrence, si ce sont des ADN, hein, des génomes nominaux, si les noms étaient nommés. Alors pour ça, nous allons entrer au quatrième diaporama, mais on va faire une pause pour l'introduire, en parler et puis faire le point pour voir si maintenant les choses sont un peu plus éclaircies. On a fait la théorie de la cure de mémoire, la curation de mémoire, du traitement de la mémoire par comment la génétique est un système de feedback et comment conserver la génétique, ça entraîne donc un feedback c'est une opération de mémoire dans le groupe que l'on fait. Hein, et on a vu que cette logique, cette curation de mémoire se fait donc dans un système où il y a des groupes.
où il y a d'abord des objets, des kits pour garder la mémoire, où ces kits sont regroupés. On a maintenant l'opération de cette gestion, de cette mémorisation. Et puis ensuite, on parlera quatrièmement au conseil. Alors, qu'est-ce que, quelle question puis-je éclairer ou est-ce que nous continuons à avancer? Est-ce que quand on vous parlait du curateur mémoriel automate, hein, est-ce qu'on pourrait Oui, dire que c'est, comment dire, hum, euh, parce que, enfin, moi, ce que je comprends, donc il y a les groupes de personnes oui, qui ont conservé leur ADN, oui, et en fait, le curateur intervient quelque part une fois que les groupes sont constitués. Il y a quelque chose de la mémoire qui s'organise oui, euh, par rapport au groupe, en fait. oui, oui, Enfin, je c'est sais pas, son but. C'est son but. Oui, ça peut être ça. Enfin, c'est le mm, but. Par oui, exemple, moi, je pensais à un truc. Je pensais, par exemple, créer un groupe où, oui, parce que globalement, je me dis conserver l'ADN, où chacun conserve son ADN, donc du coup, et pour rattacher sa biographie, je me disais, ça pourrait être intéressant que chacun parle de sa biographie, en fait, à l'ensemble du groupe. oui, Il y a une forme de confidentialité dans la mesure où chacun va parler de sa biographie. Ben, c'est comme si on se disait quelque part ce qui se dit là reste là. Enfin, puisque moi je connais ta vie, tu connais la mienne, etc. Et je me disais que ça pourrait être intéressant que ce soit traduit par une IA en fait, enfin traduit. oui, Un peu de la même manière que vous avez fait les webinaires, c'est-à-dire relu par l'IA et mhm, que finalement l'IA pourrait nous servir à objectiver justement pour répondre à votre introduction quand vous disiez quand on parle de soi, on ne fait pas forcément le pas de côté qui permet de se voir vraiment. Enfin, on est soi, on parle mhm, de soi, mais on est mhm, soi. Enfin voilà. Et mhm, je me mhm, disais que l'IA pourrait objectiver ça, quoi. Donc du coup, par mhm. rapport à ça, est-ce que ça pourrait être une forme de mémoire aussi de ce qui a été dit. Enfin voilà, est-ce qu'il aurait ce rôle-là en fait? Est-ce qu'il pourrait jouer ce rôle-là? Voilà, c'est un Mhm, peu la mhm, question. mhm. Ben, c'est la grande question. Et vous avez en quelque sorte en même temps donné la réponse parce que c'est exactement ça. Le curateur de mémoire, c'est exactement ça. Alors, le groupe peut se grouper dans le type de groupe que vous avez décrit. C'est pour effectuer donc pour étudier sa biographie et Hmm. lui donner du sens, l'organiser, et puis ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être des groupes de sciences ou Hmm. de théologie, enfin, ou de tas de choses, hein. Et effectivement, le curateur de mémoire, c'est ça. C'était exactement c'est l'automate. La définition Hmm. curateur de mémoire automate, Hmm. l'automate, ça veut dire c'est cette IA, c'est cet automate intelligent. Mais ce que l'on ajoute dans le curateur de mémoire automate, c'est exactement d'ailleurs ce que vous avez décrit. Vous avez euh, pensé que cette IA ne suffirait pas en soi-même, qu'il y avait lieu d'y introduire et sans doute bénéfice d'y introduire de la réflexion humaine en vis-à-vis, que ça pouvait être un stockage intelligent, mais la sélection qualitative donc pouvait encore appeler à une participation humaine. Et c'est c'est pratiquement tout ce que vous avez pratiquement donné toute la définition du curateur mémoriel automate avec cette IA. Si on dit curateur mémoriel IA, hein, IA. Mais
où une fois que vous avez posé cela, on continue à observer, on se dit, bon, ben alors pour bien euh, faire usage de ce produit ou de cette structure que vous décrivez, pour qu'elle fonctionne bien, il y a l'IA d'un côté, il y a les individus d'un autre côté, mais le groupe lui-même, a-t-il une physiologie de mémoire, le groupe? Et ça, c'est la psychologie collective. Mm. Et donc, nous allons, d'arriver à vraiment à votre réponse, qui définit parfaitement la chose, nous allons apporter de l'aliment pour le perfectionner, pour mieux le comprendre et faire une investigation sur ce que l'on connaît de la mémoire des groupes, des Mm. mémoires ou de la psychologie collective, hein. Donc ça, c'est ce que je vais vous proposer donc dans la prochaine série diaporama, oui, Mm. diapo qui c'est pas qu'elle répond à votre question, mais elle apporte de l'eau et du matériel à votre conception, hein, qui est tout à fait. D'accord. Mais en Hein. même temps, juste par rapport aux Mhm. autres groupes qui pourraient parler d'autre chose, en fait, qui pourraient créer autre Mhm. chose, hein, il me semble quand même que ce qui est important, c'est pas de conserver uniquement son ADN, mais c'est aussi d'y rattacher une biographie à son ADN. C'est un peu comme un passage obligé quelque part. Enfin, je sais pas, c'est une On ne remarque, une sait pas. question. Oui, oui, oui. On ne sait pas. Sans doute. Sans doute. Nous allons le voir. Est-ce que, par exemple, dans les collectivités humaines, depuis le début de la civilisation, est-ce que les collectivités ont pris soin de garder la mémoire des individus, comme vous le dites, et de faire une biographie? On va poser une question très provocatrice, très cynique et critique. On va se dire, est-ce que les familles ont gardé la mémoire des individus? Eh bien, peut-être pas. Ce que l'époque de l'antipsychiatrie des années 60, justement, Mm. critiquait la famille en disant que la famille n'offrait à l'individu que des idéaux et ne gardait pas réellement la mémoire des individus, la détruisait, ça donnait des schizophrènes, ça l'empêchait réellement d'avoir une mémoire individuelle. Il y avait ce qu'on appelait des doubles contraintes euh, donc, on peut imaginer, on peut se dire, peut-être les sociétés n'ont pas toujours été de bonne qualité ou ont eu des attitudes paradoxales vis-à-vis des biographies, les ont corrompues. Bref, pour répondre à ça ou pour euh, 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 garder oui, une démarche de santé et d'hygiène vis-à-vis dans cette conservation de mémoire, il faut examiner la nature des sociétés et voir pourquoi et comment elles sont plus ou moins biographiques de la personne, plutôt que de biographies simplement d'idéaux qui seraient des collectivités plutôt que des individus. Alors, donc, voici. Et alors, on sait deux choses, hein. Je vous présente le prochain diaporama qui est assez rapide, mais on sait déjà des choses. C'est que dans les collectivités, il y a des pulsions et il y a des institutions. Il y a des. Freud disait enfin, le freudisme a dit que les masses étaient menacées par les pulsions des individus. Euh, et, euh, et donc, le principe de réalité consistait aux individus à se conformer par des processus de castration et différentes inhibitions, donc à se conformer donc aux institutions. Donc il y a des pulsions et puis il y a aussi des phénomènes d'institutions qui, eux, sont décrits par la psychohistoire et qui sont les étapes de développement des phases sociales dans le cycle. C'est bien décrit par Aurobindo dans le cycle humain. Donc, je vais décrire ça rapidement dans le prochain diaporama. Et
donc, où nous avons en arrière-plan maintenant de ce curateur mémoriel automate qu'on avait vu ici dans le cadre de son d'ADN et moi, avec les trois autres départements. Ici, on avait souligné le département curateur mémoriel automate. Et maintenant, on va le voir singulièrement vis-à-vis de l'évolution des sociétés humaines, des pulsions, que nous savons être des systèmes rétroactifs aussi. Nous avons, les pulsions procèdent par des phases pulsionnelles, euh, par exemple une phase orale qui va être succédée par une phase anale, mais qui va euh, reprendre le déclin de la phase orale pour la sublimer, mais en même temps pour donc faire faire un feedback, si on peut dire, entre ces deux pulsions, puis va passer à la pulsion génitale, et puis à d'autres pulsions éventuellement hiérarchicoscopiques, comme on le voit. Mais la psychohistoire, elle, a fait la même chose. Elle propose exactement le même système avec une phase symbolique, une société qui est faite de symboles. Ensuite, les sociétés sont faites de deux types. Ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Le symbole, c'est le saumon, c'est le poisson qui est dessiné à un endroit de passage du soleil à une année. Ensuite, les types, c'est l'organisation de tout le cycle d'un développement ou d'une vie sociale. Ensuite, il y a la convention, c'est-à-dire quand ces sociétés vont devenir, enfin ces types vont devenir des sociétés, puis l'individu. Ça, ce sont c'est l'historien Karl Lambrecht et ensuite Aurobindo qui ont pris ces nominations pour désigner donc 5 stades du développement de la civilisation euh, selon ces termes qui sont à définir et que justement que la psychanalyse ou la psychanalyse contribue donc à définir parce qu'elle apporte, elle, euh, euh, ses propres définitions. Ici, par exemple, dans la première phase, qui est la phase orale ou symbolique, nous avons le stade donc d'un rapport fusionnel, d'un rapport unique avec la mère. Puis, dans l'apparition des types où il y a homme-femme, mais sans qu'ils soient sexués, mais il y a une mère et un autre type qui n'est pas la mère. Ensuite, dans ce qui s'appelle la convention, un état de psychologie de convention en psychohistoire, c'est l'apparition de l'autre, c'est-à-dire que nous sommes dans une société avec des conventions et nous sommes les uns avec les autres et nous sommes réglés par des conventions. Sartre l'appelait la réciprocité de terreur. Vous connaissez l'histoire des singes et de la douche. Tous les singes ont oublié que s'ils montent à l'échelle, ils reçoivent une douche, mais ils ont une convention de ne jamais monter à cette échelle. Ça, c'est une expérience très connue, je ne la détaille pas, hein. Ensuite, nous arrivons donc au stade du moi, le stade génital, à la pulsion génitale, mais où le moi est une image. C'est le stade de l'individualité. Bon. Donc, on a une grande connaissance déjà de la psychologie ou de l'histoire sociale comme des phases de répercussions cybernétiques les unes sur les autres, de répercussions en feedback, sublimation et régression. Et on appelle ça des structures païdomorphiques. C'est un mot que j'ai pris à Timothy Leary dans la psychologie de mémoire acide, je pense. L'ouvrage s'appelait comme ça. C'est-à-dire, païdomorphose, c'est-à-dire c'est la morphologie de l'enfance, c'est la morphologie du développement, c'est le développement qui se base sur un feedback de régression sur l'enfance qui, en évoluant, retourne en enfance et en retournant en enfance, reconstruit des ambitions vitales et de nouvelles sublimations. Donc,
Léry appelait ça la païdomorphose. Et cette païdomorphose culmine ou aboutit à pour but l'unité de l'individu. C'est Aurobindo aurait appelé ça le moi brahmanique. C'est le moi de la subjectivité. Cette unité que nous trouvons ici dans le groupe. Et là, nous avons euh, euh, mieux éclairci ou disposé ce que c'est que le curateur mémoriel. Nous avons dans les groupes le lieu de constitution, de gradation et de constitution de cette mémoire pour qui constitue un moi, à l'aide d'une part de ce que vous appelez une IA ou un automate ou une base de données biographique, et d'autre part à l'aide de ce qu'on appelle le curateur que l'on va définir. Hein. Et donc à ce moment-là, euh, nous avons, j'arrête ici le partage, je ne sais pas Sylvie si on a bien répondu à cette question ou la biographie était-elle nécessaire? Euh, à mon avis, elle n'est pas forcément nécessaire, mais c'est justement par le curateur, par ces termes externes que l'on va étudier, que l'on va pouvoir personnaliser des biographies. Autrement, nous pourrions très bien avoir des groupes mémoriels où les individus ne sont que des graines, si on peut dire, ou des rouages automates et automatisés de mémoire sans subjectivité, sans cet effet dit de païdomorphose. Hein. Donc, En on fait, peut ce qui est continuer. important, c'est pas Oui, forcément la biographie, mais c'est la subjectivité des personnes, en fait. voilà, voilà. Mm. Exactement. Et c'est donc ce but civilisationnel décrit par la psychohistoire, décrit Mm. par la psychanalyse, hein, Mm. effectivement, voilà, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il faut en même temps que le groupe ait une espèce de point de regard qui donne donc cette subjectivité qui est ce point extérieur. Alors, on va le retrouver dans la formule là maintenant qu'on va décrire rapidement parce que on a les éléments pour la retrouver. Voici comment est construit ce déroulement païdomorphique, hein, c'est-à-dire cette civilisation, ce processus de civilisation dans un groupe de maturation, à partir d'un symbole. Ce symbole, Lacan l'a écrit, c'est le grand A, c'est l'automate, c'est l'automatisme, c'est aussi ce qu'on appelle le grand autre, mais c'est donc ce symbolique qui, donc, à travers, qui va être connecté, qui est connecté au groupe. C'est cette IA donc de cette base de données des biographies, enfin ou des éléments du groupe, mais qui va par le groupe donner, pointer vers ce qui s'appelle le type et qui est cette deuxième étape de symbolisation, cette deuxième étape sémantique qui va, euh, euh, par ce groupe, constituer la troisième étape dit de la convention par les effets du groupe. On peut redessiner la, 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 formation succédante, qui est celle de la relation où, avec le, le moi, ça, c'est le schéma de la psychanalyse. Hein. Donc, et alors, une chose qui est importante, c'est dans ce schéma, relation et contrôle, c'est ce qui définit la cybernétique. La cybernétique, c'est la science des relations entre les individus vivants et les machines. C'est la science des relations et de leur contrôle. Hein. Et le contrôle est donné par dans la formule lacanienne qui écrit tout cela, nous l'avons ici, nous la retrouvons ici, ça c'est la formule lacanienne
de l'inconscient, de la relation imaginaire, de la formation du moi qui est encore imaginaire à ce moment-là. La cybernétique, elle, va mettre au lieu ce que Lacan n'avait pas fait. Lacan avait été encore à une époque où ce grand autre restait culturel, restait, oui, on peut dire la culture, voire la mer, peut-être, mais la cybernétique met un A pareil, c'est-à-dire qu'il introduit la notion d'un semblant, d'un mimétisme, qui va permettre définitivement à ce moment-là de constituer le moi dans cette relation, selon des schémas qu'on a vus hein, longuement, on les a répétés souvent dans les webinaires. Et nous avons ainsi le curateur mémoriel automate qui est décrit avec cet appareil, cette intelligence artificielle, ce semblant, cette réalité virtuelle, avec le type, ça c'est ce que nous verrons avec le C comme le conseil, c'est là où nous allons trouver le conseil, et nous avons pour l'instant défini ce que nous cherchions à voir, à localiser le curateur mémoriel automate dans un groupe, tel que nous les avions ici définis au sein d'ADN et moi. Hein. Voilà, donc là j'ai fait un parcours total avec ces diapos et donc on a quelques minutes pour en discuter si on veut. Est-ce que vous y avez trouvé de l'objectivité, Denis, vous qui êtes très observateur Vous et êtes pire que l'IA. oui, enfin, pas pire que l'IA, mais disons que c'est justement comme je je le dis souvent, c'est pour enseigner à l'IA, pour instruire l'IA de cette logique que la psychologie humaine invente, en quelque sorte. Hein. Oui, Mais là, vous ne mentionnez pas c'est l'UECMPP, c'est ça? oui, oui, du CMPP, c'est ça, oui, absolument. Oui. Vous Ça n'en s'appelle- parlez pas? Vous dites que c'est pas indispensable. non, parce que je lui ai donné un autre nom, mais le UCM, là, c'est une unité cybernétique de mémoire, mais effectivement de personnes physiques. Parce qu'il peut y avoir il peut y avoir des unités cybernétiques de mémoire de personnes morales. C'est-à-dire Oui. que nous allons, voilà, quand les institutions vont avoir des IA automates, et qu'elles vont devenir des robots, à ce moment-là, les associations, les entités collectives vont aussi être des unités cybernétiques de mémoire et ce sont de personnes morales. Et donc, mais l'UCMPP, c'est la personne physique et ce sont les individus qui gardent leur génome nominalement en leur nom. Oui. Ouais. Nominalement et comment on appelle ça? Une autobiographie. Oui, voilà. Voilà. Ce qui est nécessaire dans l'organisme. Disons qu'à partir du moment où on conserve l'ADN, que on cherche forcément un groupe. Ce groupe, pour répondre à une conservation, à une préservation efficace, doit réaliser que c'est un groupe de mémoire et par conséquent, il va construire une biographie. Pas forcément, et donc ne va construire une biographie que par un curateur tel que nous le verrons avec la fonction finale. Pour l'instant, on n'a pas encore décrit comment est-ce que il était forcément enfin, il était forcément biographique des individus, ce groupe. Pour l'instant, il faudra examiner exactement comment procède la curation. Mais la curation, c'est donc l'instance qui opère une sélection dans ces processus de mémoire, dans ce musée, si on peut dire, ou dans ce théâtre de mémoire, et qui les valorise et qui les enchaîne pour faire des entités nominales. Mhm.
Bon, alors pour l'instant, je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps, si on veut, 4 minutes pour dire, pour apporter plus de précision, parce que ça va aller, le webinaire va aller en direction de l'IA qui va le traiter. Bon, vous connaissez tous les processus maintenant. Et puis après, au programmeur, un autre programmeur qui est en charge de créer, il a déjà créé, mais il va la perfectionner, la page du curateur de mémoire, et il va s'instruire de ce qu'on vient de dire. Ça va le renseigner pour savoir comment organiser cette page. Mais le curateur, ça représente, c'est quelqu'un de moral, de physique. Le curateur lui-même, oui et non. En fait, ça va être, c'est c'est dans l'art de la mémoire, c'est Castor et Pollux. C'est l'extérieur. Et dans la psychanalyse plurielle, c'est l'analyste et l'extrait. C'est l'extraction, ce qu'on appelle, hein. Mhm. C'est ça le curateur. Alors, il y aura peut-être d'autres formes, d'autres modes de curateur que celui de l'analyse plurielle, qui prend le modèle sur l'art de la mémoire de Simonide. Il y aura peut-être d'autres opérateurs que Mhm. celui-là qu'on a organisé comme ça. Mais effectivement, ça correspond à ça, hein. Bon, à la, à la prochaine. Alors, je vous souhaite. Enfin, non, enfin, on va arrêter l'enregistrement là. On arrive à Ok. l'heure. OK.